oubliés de la réunification. Gilets jaunes, Brexiteurs. Depuis quelques années, la colère gronde. Le détonateur, c'est souvent « Où va l'argent de mes impôts ?» La plupart des gens ne comprennent pas l'imposition. Ils s'en plaignent et veulent toujours qu'elle baisse. Ils ne savent pas à quoi elle sert. À bien des égards, je pense que la fiscalité est l'une des actions les plus extrêmes d'un gouvernement. Mais c'est aussi la définition du gouvernement, car sans imposition, il n'y a pas de gouvernement. Une défiance de plus en plus marquée oppose les citoyens à ceux qui les gouvernent. Et l'impôt est au cœur des conflits. En France, c'est une taxe, la taxe carbone, qui met le feu aux poudres. Pendant des mois, elle pousse dans la rue des milliers de personnes. Une population qui se sent oubliée reprend la parole et découvre la force du collectif. Vous ne nous écraserez pas. Vous pourrez en faire tomber quelques-uns, mais le peuple ne se laissera pas maltraiter indéfiniment. Sur les ronds-points, les Gilets jaunes réaniment le débat démocratique et se réapproprient les symboles des révoltes fiscales du passé. Comme les révolutionnaires de 1789, ils rédigent des cahiers de doléances, liste de leurs souhaits et de leurs plaintes. « 400 000 pages, archivées dans les départements de France et destinées à leurs représentants. » Les gens ont peur d'utiliser ce terme révolution, mais pour moi, on est en début de révolution. Pas d'impôt sans souveraineté du peuple. En rappelant à leurs élus cette règle du jeu démocratique, les Gilets jaunes reprennent le fil de la longue histoire qui, depuis le Moyen-Âge, oppose un peu partout en Europe le peuple à ses gouvernants quand il est question de lui faire payer des impôts. Il y a très longtemps, en 1215, il y avait un roi très impopulaire, le roi Jean sans Terre, qui a voulu lever de l'argent pour financer des expéditions militaires. Alors il s'est tourné vers les aristocrates et leur a dit « Donnez-moi de l'argent ». Et pour la première fois dans l'histoire anglaise, ils ont dit « Non, nous ne donnerons de l'argent que si vous nous consultez à l'avenir et que vous nous impliquez dans la prise de décision ». Et ça a été le premier frémissement de démocratie en Grande-Bretagne. Avec la Magna Carta, ou Grande Charte, les Britanniques sont les premiers à mettre en place les prémices d'une démocratie parlementaire en Europe. Les rois de France envisagent les questions budgétaires d'une autre façon. Jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, les rois de France ne se financent pas prioritairement avec l'impôt. Les rois de France ont un domaine, une propriété foncière, propriété agricole qui génère des revenus, et ces revenus du domaine royal sont la principale ressource du budget de l'État. Très rapidement, néanmoins, ces revenus ne sont pas suffisants pour faire face aux dépenses de l'État, et notamment à une dépense très très importante qui est la dépense de la guerre. Et les rois usent de leur pouvoir d'imposer des prélèvements sur leur sujet pour alimenter leur budget. C'est la marque en particulier de Philippe le Bel. On se souvient tous des rois maudits et de l'arrière-plan financier qui est évidemment très présent à cette époque. Alors que la guerre de Cent Ans ruine les finances du royaume, Charles VII revendique le droit royal d'imposer qui ouvre la voie à l'absolutisme. Il contourne les difficultés à taxer le clergé et la noblesse en choisissant de contraindre à l'impôt ceux qui travaillent à créer la richesse, les paysans et les artisans. C'est le tiers-État et il est écrasé par les taxes royales. C'est exactement à cette époque qu'est créée en France la gabelle, l'impôt sur le sel, qui est un impôt indirect, quelque chose à l'époque de perçu comme extraordinairement impopulaire, puisque ça taxe beaucoup plus ceux qui sont modestes et qui ont besoin de cette denrée de première nécessité que ceux qui ont des revenus plus élevés. Pour encaisser les taxes, le roi envoie sa milice privée, les fermiers généraux qui rançonnent la population. Le pauvre peuple travaille incessamment. De son travail, il ne lui reste que la sueur et la misère. Tout s'emploie à payer les tailles, la gabelle et autres subventions pour votre majesté. La gabelle est à l'origine d'une multitude de révoltes fiscales, tout comme la taille, directement prélevée sur les revenus et sur le patrimoine. On crie qu'il faut exterminer ces sangsues du peuple. Il faut tuer tous ces leveurs de taille, tous ces receveurs qui ruinent la province. Pitot, Croquant,
Nu-Pieds, Jacques, Bonnet Rouge, tous sont en lutte contre le pouvoir. Ils n'ont rien à perdre et se heurtent de plein fouet avec les soldats du roi. Les jacqueries se succèdent, violemment réprimées. Elles ne dissuadent pas Louis XIV de créer de nouvelles taxes pour financer ses conquêtes et bâtir le château de Versailles, en réduisant le peuple français à la misère. En 1675, les bonnets rouges se soulèvent en Bretagne. La répression est féroce. Les clochers sont décapités pour avoir sonné le tocsin de l'insurrection. Le pouvoir royal ne lâche rien. La marquise de Sévigné s'en fait l'écho en se félicitant du nombre de pendus qui jalonnent les routes bretonnes. D'après elle, le peuple devrait avoir compris la leçon. Des révoltes se déclenchent partout en Europe, y compris dans le Saint-Empire romain germanique, agrégeant des territoires multiples où règnent des princes absolutistes qui ont fait allégeance à l'empereur. Sous le Saint-Empire romain germanique, ce sont les États territoriaux, et donc les princes absolutistes, qui exerçaient le pouvoir. Entre autres, celui de lever des taxes. Ils collectaient déjà les premières formes d'impôts modernes, c'est-à-dire sur les ménages, et les taxes foncières, ainsi que les premières formes d'imposition indirecte. L'Empire lui-même avait peu de compétences dans ce domaine et finançait sa politique grâce aux contributions de ses États territoriaux. Quand ils refusent l'impôt, les peuples se heurtent aux princes absolutistes. C'est en engageant des procédures judiciaires que la contestation s'exprime. En France, au début du XVIIIe siècle, l'impôt royal ne suffit plus à couvrir les dépenses de l'État. Puisqu'on ne peut pas prendre au peuple plus que ce qu'on lui prend déjà, l'État doit emprunter. À la fin du siècle, la dette atteint 110 millions de louis d'or. Pour la rembourser, le roi Louis XVI doit se résoudre à réformer. Il convoque les États généraux, réunissant la noblesse, le clergé et des représentants du tiers-État, mais ouvre alors la boîte de Pandore du consentement à l'impôt et de la représentation politique. La France, à l'époque, est un pays qui, un petit peu comme aujourd'hui, est passionné par la question de la réforme, mais qui ne réussit pas à la conduire vraiment. C'est cette incapacité à conduire la réforme fiscale, une réforme de justice, mais aussi une réforme d'efficacité, qui la conduit vers la révolution, qui n'est pas qu'une réforme, qui n'est pas qu'une révolte fiscale, mais qui est quand même en grande partie née d'un embrasement venu de l'injustice du système fiscal. Pour la première fois en Europe, le peuple a enfin voix au chapitre. Et il ne se fait pas prier pour prendre la parole et la retranscrire dans des milliers de cahiers de doléances envoyés à ses représentants aux États généraux. Que les impôts présents et futurs seront également répartis sur tous les citoyens de tous les ordres, dans la seule proportion de leurs facultés et sans distinction de rang, de naissance et de privilèges. Les habitants de la ville d'Aigurande demandent la suppression de la corvée. Ils sont imposés à la somme de 1300 livres pour des chemins dont ils sont éloignés, tandis que tous les chemins qui aboutissent à leur ville sont affreux et impraticables. Ce qui réunit les écrits de 1789 et ceux de 2019, c'est la fiscalité. Le thème de l'égalité devant l'impôt est le plus abordé. Égalité de tous devant l'impôt. Chaque citoyen doit contribuer même une petite somme. Nous voulons la protection des biens communs, la fin des privilèges, le droit à la dignité. Stop aux impôts croissants et aux reculs sociaux croissants. La politique est notre affaire et nous nous unissons face à l'urgence sociale. Faire un travail de pédagogie sur les recettes et les dépenses publiques. On parle de tout. On parle économie, on parle politique, on parle argent, on parle chômage, on parle crise, on parle pétrole et on parle aux gens. On n'écoute pas les gens, on fait semblant de les écouter. Et ça, je crois que ça peut rendre les gens fous.
À l'issue des États généraux de 1789, la Révolution éclate. Le roi est décapité et la Première République naît. La Révolution française va être faite justement pour retirer au roi le pouvoir de fixer les impôts et le donner à une chambre élue. Et donc la fiscalité, elle est consubstantielle avec la démocratie. La démocratie est faite pour que ce soit les citoyens qui votent l'impôt. C'est une vocation première, essentielle du Parlement, que de voter l'impôt. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 13 et 14, définit tout ça de manière merveilleuse. Dans l'article 13, elle justifie la contribution commune. Pour les dépenses d'administration et la force armée, une contribution commune est indispensable. Elle dit qu'elle doit être répartie entre tous les citoyens, également entre tous les citoyens, ce fameux thème de l'égalité devant l'impôt, et selon leurs facultés. Et l'article 14, lui, il dit aussitôt, cette contribution, ce sont les citoyens eux-mêmes ou leurs représentants qui doivent en discuter de la nécessité, de la quotité, de la durée et des modalités précises. Égalité devant l'impôt, quel beau programme. Mais que va-t-il taxer au juste ? Logiquement, la fiscalité qui est créée au moment de la Révolution, c'est une fiscalité qui repose sur le foncier. Ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe foncière, c'est un impôt qui a été créé au moment de la Révolution. La pensée économique dominante, c'est les physiocrates, ces gens qui pensent que c'est la terre, la richesse agricole, qui est à l'origine de toute création de richesse. Ce courant de pensée se heurte à une autre révolution, industrielle celle-ci, qui commence en Angleterre avec l'invention des hauts fourneaux et des machines à vapeur. C'est grâce à l'investissement dans ces nouveaux outils de travail et grâce à l'exploitation d'une nouvelle classe, la classe ouvrière, qu'est produit la richesse. Un peu partout en Europe, la fiscalité s'adapte à cette nouvelle économie. À côté des impôts fonciers, les recettes principales proviennent des taxes sur la consommation. Taxes sur le vin, les allumettes, le tabac, etc. Leur poids, le même pour tous, quels que soient les revenus, étouffe la population des travailleurs, paysans et ouvriers. Seulement, ces taxes ne suffisent pas pour couvrir les dépenses nouvelles que les États doivent assumer pour favoriser le développement du capitalisme. Ils empruntent pour financer l'extension des routes et des chemins de fer, l'assainissement des villes et la conquête coloniale. La dette qui s'accroît permet aux riches prêteurs de s'enrichir encore plus grâce aux intérêts versés. La dette devient une obsession quand la révolution industrielle ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire des impôts. Comme les révolutionnaires de 1789, les conservateurs britanniques au pouvoir au XIXe siècle se heurtent à la même question: comment la rembourser ? Le gouvernement avait besoin de trouver des fonds. Un moyen simple pour y parvenir aurait été d'augmenter les taxes sur la consommation. Mais il y avait aussi l'idée que les contributions indirectes n'étaient pas vraiment justes. La notion d'équité était déjà présente, mais elle était surtout portée par les mouvements populaires de la Grande-Bretagne. Et ils ont vraiment essayé de faire avancer l'idée que l'impôt sur le revenu était plus équitable que les taxes sur la consommation et qu'il devait être élargi à un plus grand nombre de personnes. Car l'impôt sur le revenu est censé s'appliquer de façon progressive. Ceux qui ont plus de revenus se verront appliquer un taux marginal plus élevé.
Mais le gouvernement anglais se joue des revendications des mouvements ouvriers. Certes, les taxes à la consommation ne sont pas augmentées, mais un impôt plus juste n'est pas à l'ordre du jour. L'income tax, qui préfigure l'impôt sur le revenu, rejette toute idée de redistribution, car son taux n'est pas progressif. Il voit le jour en 1848, bien avant que ses plus proches voisins ne l'adoptent à leur tour. 20 ans plus tard, l'Allemagne de Bismarck, qui vient de réaliser l'unification de ses multiples États au sein du Reich, est le second pays à mettre en place un tel impôt. Bismarck vise deux objectifs: consolider l'État national allemand et contenir les revendications de la classe ouvrière, car c'est elle qui mène désormais la bataille pour la justice sociale. En France, dans les parlements nouvellement élus de la Troisième République, les débats sont vifs. Il y a les partisans du statu quo qui redoutent un impôt redistributif réduisant les inégalités, et ceux, de plus en plus nombreux, qui exigent que l'État-nation joue enfin son rôle protecteur, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social. Entre 1870 et 1906, pas moins de 210 projets d'impôt sur le revenu sont déposés à la Chambre des députés. Caillaux, le grand réformateur des finances publiques françaises et de la fiscalité, il va concevoir et tenter de faire passer à l'Assemblée et au Sénat, la Chambre des députés à l'époque, 3 impôts: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune, les droits de succession. L'impôt sur le revenu, il va déposer un premier projet en 1901, il va se battre énormément. En 1907, ils vont arriver à un barème progressif. Et avec la guerre de 14, je crois que c'est en août 14, quelque chose comme ça, ça va être le vrai démarrage de l'impôt sur le revenu parce qu'il faut financer l'effort de guerre. C'est la Première Guerre mondiale qui va parvenir à installer l'impôt sur le revenu dans le paysage fiscal français à l'été 1914, synthétisant les expériences anglaises et prussiennes. Symbolique, ce nouvel impôt rapporte très peu d'argent, d'autant que la déclaration de revenus est facultative et que les plus hauts revenus ne sont pas beaucoup plus sollicités que les autres. Mais la guerre coûte cher, et les États, une nouvelle fois, doivent recourir à l'emprunt. Ils font alors vibrer la corde patriotique, et ce sont les peuples français, allemands et britanniques qui vont financer la grande boucherie de 14-18. 10 millions de morts, tel est le prix payé par les soldats. S'y ajoute une dette abyssale, et c'est le peuple qui va la rembourser. Pour l'Allemagne vaincue, la facture est encore plus salée, puisque les vainqueurs la contraignent à leur verser des réparations de guerre. Rajouter de la dette à la dette revient à dépouiller le peuple allemand de tout ce qu'il possède, alors qu'il a déjà perdu sa jeunesse dans les tranchées. La révolution gronde. Sur les décombres de l'Empire, l'Allemagne menace de basculer dans le camp bolchevique. Le pouvoir politique réagit dans l'urgence. D'abord, la répression féroce, puis la constitution de Weimar, première constitution démocratique dans l'histoire allemande, adoptée le 11 août 1919. Et une réforme fiscale d'envergure, enfin, réalisée dans la foulée par Matthias Erzberger. Cette réforme fiscale a été un vrai choc pour les gens des classes supérieures, surtout ceux qui avaient de gros revenus et de la fortune, parce que tout d'un coup, ils ont dû payer beaucoup plus d'impôts. Jusque-là, en Prusse, le taux d'imposition le plus élevé était de 4%. Après 1919, il est passé à 60%. Seulement pour les revenus les plus élevés, mais ça faisait une grosse différence. Je connais un discours d'Erzberger au Reichstag, dans lequel il s'adressait aux représentants des gens les plus fortunés au Parlement. Vous n'avez pas perdu de sang? Vos fils n'étaient pas à la guerre? Vous n'avez pas payé de votre sang. Ce sont les petites gens qui ont payé. Alors maintenant, vous devez aider à surmonter les conséquences d'une guerre dont vous portez la responsabilité.
Ça ne l'a pas rendu populaire auprès de tous au cours des années troublées de la République de Weimar. Au point qu'il avait dit à sa femme, après avoir été victime de plusieurs attaques, « La balle qui va me tuer est déjà forgée ». Assassiné le 26 août 1921 par un militant d'extrême droite, Matthias Erzberger n'aura pas le loisir de mesurer les effets de sa réforme fiscale. D'autant qu'une nouvelle facture est adressée aux vaincus, 133 milliards de marks or. L'Allemagne annonce qu'elle ne peut pas payer, ce qui entraîne en 1923 l'occupation de la Ruhr par les troupes françaises, l'effondrement du mark et l'hyperinflation. Les produits de première nécessité atteignent des sommes faramineuses. Malgré leurs différends, les frères ennemis franco-allemands partagent une idée forte. Ceux qui ont survécu vont devoir mettre la main à la poche. C'est la seule solution pour endiguer la dette. Venue de la gauche, l'idée que l'impôt doit être un instrument de redistribution et de réduction des inégalités emporte l'adhésion de tous dans le contexte d'unité nationale de l'immédiat après-guerre. La réforme fiscale adoptée en 1920 entérine le principe de l'impôt progressif. Dorénavant, les plus fortunés seront plus sollicités que les plus modestes. De l'autre côté de la Manche, c'est tout le contraire qui va se passer. On a promis aux soldats de leur offrir des maisons financées par de l'argent public. Ces maisons pour les héros provoquent la colère de l'établissement. Pas question de payer pour le peuple. Le propriétaire du journal populiste Daily Mail, le vicomte Rosermer, lance donc une virulente campagne de presse pour mettre fin à cet éphémère élan de générosité. Il a créé une association appelée la Ligue contre le gaspillage, qui, au lieu de soutenir la construction des maisons pour les héros, affirmait qu'il était impossible de financer ces maisons et que le gouvernement gaspillait beaucoup trop d'argent. Et il a lancé toute une campagne anti-gouvernementale. Si bien que le gouvernement, à l'époque, a réagi en créant une commission des dépenses nationales qui a été présidée par Sir Eric Geddes. Le ministre des Transports, Sir Eric Geddes, va mettre en application une politique fiscale d'une sévérité exceptionnelle, connue sous le nom de hache de Geddes. La hache de Geddes, ça a été la plus forte réduction de dépenses publiques qu'on ait jamais connue en temps de paix. En 2 ans, de 1921 à 1923, les dépenses publiques ont été abaissées d'environ 1/3, ce qui est absolument énorme. Et cette politique a immédiatement entraîné l'effondrement de l'économie et la déflation, ce qui s'est traduit par une décennie de chômage à environ 10%. L'idée que l'État ne doit pas s'immiscer dans l'intimité des foyers et qu'il doit prendre en charge le moins de services possible s'impose dans les années 20. C'est ce que les Britanniques appellent l'État minimum. Pour faire accepter la politique d'austérité, il est une nouvelle fois fait appel au sentiment patriotique de la population. Les Britanniques ont été abreuvés de discours vantant le mérite du pays, l'importance de tenir des engagements crédibles et de rembourser la dette, avec l'idée que tout cela était lié au prestige de la Grande-Bretagne. Il existe déjà là une culture fiscale. Et les Britanniques ont plutôt été d'accord pour voir les impôts augmenter fortement dans les années 20, en particulier les taxes sur la consommation, qui sont pourtant considérées comme les prélèvements les moins équitables. Contrairement aux Britanniques, les Français ont une culture fiscale encore embryonnaire. Riches ou pauvres, nombre de citoyens ont du mal à s'accoutumer à l'impôt sur le revenu, qu'on appelle alors l'impôt des poires. Les plus riches vont trouver des solutions pour mettre leur fortune à l'abri et ne pas payer d'impôts. Ils découvrent l'Eldorado de l'évasion fiscale. C'est dans les années 20 que les banques suisses commencent à faire dans la presse française des publicités à l'égard des Français les plus riches pour leur dire « vous pouvez mettre votre argent dans les banques en Suisse » pour échapper à l'impôt sur le revenu qui venait d'être créé. Donc on voit bien que le comportement d'évitement de l'impôt, il connaît un regain
à partir du moment où on taxe davantage les revenus les plus élevés. C'est devenu une industrie importante pour la place financière suisse. C'est d'ailleurs pour protéger cet afflux égoïstement que la Suisse a inventé, entre guillemets, le secret bancaire, parce que ce fameux secret bancaire, il date du début des années 30, pas avant. Et il a servi largement à faire en sorte que les Suisses ne collaborent pas avec les autorités françaises, allemandes ou italiennes qui, elles, à la sortie de la guerre et au moment de la crise, se sont rendues compte de l'évasion massive des capitaux de leurs ressortissants. Les riches Allemands utilisent la Suisse comme plaque tournante pour éviter la forte imposition et l'inflation qui galopent dans leur pays. Bientôt, le montant des titres gérés par les banquiers suisses équivaut à l'endettement de l'Allemagne, le plus gros débiteur du monde au début des années 30. En laissant des sommes folles disparaître dans les coffres-forts de la Confédération helvétique, les États trahissent le principe d'égalité devant l'impôt. Le peuple n'a d'autre solution que de respecter les règles du jeu, tandis que certains s'autorisent à s'en affranchir. Il y a forcément moins d'argent dans les caisses de l'État et plus de ressentiment chez ceux qui ont l'impression de se faire avoir. La cohésion des États-nations s'en trouve fragilisée quand en 1929, la bourse s'effondre. Suite au crash de Wall Street, l'Europe chancelle. La Grande Dépression pousse des millions de personnes dans le chômage. Les pays occidentaux laissent leur monnaie perdre de leur valeur. Dévaluer, c'est l'autre moyen de contenir la dette, et c'est encore le peuple qui paye la note. En France, les classes moyennes sont affaiblies par une politique de réduction des déficits publics qui accroît le chômage. La crise sociale se double d'une crise politique avec la montée de l'antiparlementarisme. Ce vent de fronde est attisé par la Fédération nationale des contribuables. Elle s'oppose aux syndicats ouvriers, fustige les fonctionnaires, appelle les paysans à les rejoindre, menace les députés qui ne pensent pas comme eux. Cette colère fiscale profite aux ligues d'extrême droite, très véhémentes. De leur côté, les partis de gauche se sont regroupés au sein du Front populaire pour relancer la bataille de la redistribution et promouvoir une meilleure justice sociale. Comme les Gilets jaunes de 2019, qui ont tenté des décennies plus tard de faire renaître une fiscalité moins inégalitaire. On est en train de pomper les mêmes personnes et toujours les gens d'en bas. Et les plus riches, non, sont toujours dans leur sphère, et eux, ils n'ont rien à payer, ils sont toujours protégés. L'unité qu'il y a ici, mais c'est du incroyable, c'est du jamais vu. Les gilets jaunes, les stylos rouges, les blouses blanches, les gilets roses des assistantes maternelles, tous unis, un même peuple, dans la rue. Peut-être pas violemment, mais dans la rue. On ne lâche rien et on continue. Des mois durant, les Gilets jaunes ont rêvé d'une convergence hypothétique avec d'autres mouvements sociaux. C'est cette convergence si rare qui a rendu possible l'élection du Front populaire. Mais il fallait surmonter la crise économique. En décembre 1936, le Front populaire vote l'augmentation de l'imposition des classes moyennes supérieures qui rend l'impôt sur le revenu plus redistributif. Le Parti communiste français devient une force qui compte. Parvenant à faire graver dans le marbre certaines de leurs plus belles conquêtes sociales, les ouvriers traversent une courte période d'enchantement. Au même moment, en Allemagne, l'ambiance n'est pas à la fête. La stricte politique d'austérité du chancelier Brüning a mis le pays à genoux et permis l'arrivée au pouvoir des nazis. Ils vont utiliser l'arme fiscale de deux façons diamétralement opposées. Baisse d'impôts pour les uns, spoliation fiscale acharnée pour la population juive.
Les nazis ont mis leur système fiscal au service de leur politique criminelle. Les premières expropriations de la population juive ont d'abord eu lieu par le biais d'un impôt sur la fuite du Reich, qui avait été initié sous le gouvernement Brüning, donc avant le régime nazi, dans le but de freiner la fuite des capitaux. Les gens qui voulaient émigrer devaient alors céder 25% de leur fortune. En 1938, après la nuit de cristal, la population juive a ensuite été soumise à une taxe spéciale qui les privait à nouveau de 25 ou 30% de leurs biens. Et bien sûr, dans le cadre des déportations, ils ont tout simplement été dépouillés de tout ce qu'ils possédaient. Leurs biens étaient officiellement confisqués par l'État, mais en réalité, ça passait par des organisations ou des gens du parti, voire même par des individus privés. Malgré les bruits de bottes, au Royaume-Uni, on continue de rêver d'un État minimum. La mallette du budget renferme le détail des dépenses à venir. Rituel incontournable, elle est brandie par le ministre des Finances devant le bâtiment du Trésor de Sa Majesté. C'est l'événement politique de l'année. Mais en 1938, comme partout en Europe, Lord Simon est contraint d'en appeler à l'effort de guerre. Taxes are only popular with people who haven't got to pay them. The contributions they are making to the country's defense are the contributions of a free people determined to maintain its freedom and ready to play its part in promoting peace by making Britain safe and strong. La Seconde Guerre mondiale est l'ultime conséquence de la crise économique. En 1942, alors que Londres est sous les bombes, William Henry Beveridge rend le rapport qui porte son nom. Il prône l'intervention de l'État pour parvenir au plein emploi. Il bouleverse de fond en comble les doctrines économiques à l'œuvre pendant la Grande Dépression en proposant un modèle de reconstruction pour l'après-guerre, à l'opposé de la hache de Gueddès de sinistre mémoire. Grâce à lui, le Royaume-Uni s'apprête à mettre l'État minimum en sourdine. Le peuple qui a résisté à la barbarie va bénéficier d'un élan de générosité inimaginable jusqu'alors. Parallèlement à la bataille de la redistribution, se profile une nouvelle révolution, celle de la protection sociale. On a du mal à se figurer les implications à la lecture du rapport. C'est un document assez sec, très technique. Mais à l'époque, il s'en est vendu plus d'exemplaires que n'importe quel rapport gouvernemental. Les gens faisaient la queue sur Kingsway, au coin de la London School of Economics, pour acheter un exemplaire, des citoyens ordinaires. Et il circulait aussi des quantités de tracts pour expliquer aux gens ce que signifiait le rapport Beveridge. Pourquoi cela? Parce que les gens ont compris qu'il s'agissait d'une réorganisation complète de la relation entre le citoyen et l'État, et de ce que le citoyen pouvait attendre de l'État. L'élément clé du rapport Beveridge, c'est qu'il s'agissait d'une assurance sociale. Les gens payaient des cotisations pour se protéger de risques auxquels ils seraient peut-être un jour confrontés. Ça pouvait être le chômage, la maladie, l'invalidité, c'est-à-dire des situations où l'on est en incapacité de travailler, un domaine classique de l'assurance sociale. Mais elle concernait aussi d'autres moments de la vie, comme la naissance d'un enfant ou la retraite. Tout cela était également pris en compte par Beveridge. Plus encore, pour que les traumatismes de la Grande Dépression ne se reproduisent plus, les chômeurs ne sont plus tenus pour responsables de la perte de leur travail. Ce ne sont plus des feignants qui rechignent à aller travailler, et il revient à l'État de les protéger en cas de coup dur. Le remboursement de la dette de la guerre attendra. L'irruption de la protection sociale ouvre une nouvelle ère. La dette au secours de la population. Et il se passe quelque chose d'assez extraordinaire en 1947 sous le gouvernement Attlee. Le Premier ministre décide que l'État-providence va être étendu, que l'État britannique va dépenser encore plus d'argent qu'il ne l'avait fait pendant la guerre. C'est Clement Attlee, à la tête du premier gouvernement travailliste à accéder au pouvoir en Grande-Bretagne, qui met en œuvre le NHS.
This leaflet is coming through your letterbox one day soon. Read it carefully. It tells you what the new National Health Service is and how you can use what it offers. C'est toujours amusant d'entendre les conservateurs clamer leur attachement au système de santé publique alors qu'on sait qu'ils s'y étaient opposés à sa création. Mais il y avait eu un tel soutien populaire pour instaurer un système où vous n'avez pas à payer pour aller voir un médecin. Car évidemment, ceux qui n'avaient pas d'argent ne pouvaient pas se le permettre. Cette réforme était un énorme enjeu, et ça l'est toujours. L'État social ne sort pas du néant, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il connaît un second souffle déterminant. Au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, les esquisses de protection sociale, qui ont vu le jour depuis la révolution industrielle, vont se généraliser. Il est toujours question de réduire les inégalités, mais il s'agit aussi de reconstruire l'économie en lui offrant une main-d'œuvre pas trop mécontente d'aller travailler. Il y a deux grands modèles de financement de la protection sociale. Il y a le modèle allemand qui est fondé sur des cotisations sociales. Et puis, il y a le modèle anglais qui, lui, fait financer la protection sociale par l'impôt. Quand on fait financer la protection sociale par des cotisations sociales, à l'origine, dans le modèle bismarckien, on la réserve à ceux qui payent les cotisations et à leurs ayants droit. Donc c'est un modèle qui est très adapté au salariat, mais dont, en théorie, les droits qui en résultent ne sont pas universels pour toute la population. Alors que le modèle anglais, c'est un modèle qui repose sur l'impôt et dont le bénéfice est ouvert à toute la population. En France, les ambitions universalistes du Conseil national de la Résistance, qui crée la sécurité sociale en 1945, prolongent les acquis du Front populaire. Mais elles sont contrariées par la réalité économique et sociale de l'après-guerre. Derrière la lutte des classes, apparaissent des catégories sociales selon que l'on est salarié, paysan ou travailleur indépendant. La solidarité nationale est à géométrie variable. On ne veut pas forcément mélanger les risques des uns avec les autres. Le consentement à payer se construit dans le consentement à partager des risques avec un groupe, avec d'autres, parce que je pense qu'un jour, ça va me revenir. Ça, c'est une logique qui est très importante et qui différencie vraiment la protection sociale et la cotisation sociale de l'impôt. L'autre paramètre avec lequel doivent compter les concepteurs de la sécurité sociale 1945, c'est le fait que le pays est ruiné, l'économie est détruite, et donc c'est une sécurité sociale avec les moyens d'un pays exsangue, d'un pays pauvre. La détresse économique est encore plus profonde en Allemagne. Le spectre de la banqueroute terrorise à nouveau la population. Pour la deuxième fois dans le siècle, le Deutschmark ne vaut plus rien. Bientôt, le pays va se couper en deux. D'un côté, la zone d'occupation des alliés capitalistes, et de l'autre, celle contrôlée par les communistes et leurs alliés soviétiques. En 1949, côté capitaliste, la RFA, République fédérale d'Allemagne, réanime le modèle de la République de Weimar et opte pour l'économie de marché, régulée par un système de protection sociale. Après la guerre, une large majorité s'est prononcée en Allemagne en faveur d'une législation sociale, d'un État social. Après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la CDU de Konrad Adenauer a fait campagne pour la nationalisation des industries, pour un État social fort, plus performant que celui qui existait sous la République de Weimar. On aspirait donc à un État fort, un système fiscal équitable et un État social juste. Quant aux Allemands de l'Est, de la DDR, République démocratique allemande, ils découvrent les canons économiques du bloc soviétique. Abolition de la propriété privée, économie nationalisée. À l'inverse de l'État minimum néolibéral, l'État communiste prend en charge l'ensemble des besoins sociaux. Bref, il n'y a quasiment plus d'impôts en Allemagne de l'Est. À l'Est comme à l'Ouest, le pouvoir politique est soucieux d'incarner la véritable Allemagne, celle qui propose le plus de bonheur à son peuple. La RFA surveille donc la RDA comme le lait sur le feu et vice-versa. L'Allemagne de l'Est regardait toujours vers l'Allemagne de l'Ouest pour essayer de faire mieux.
Bien sûr, il y avait plus d'égalité, mais une égalité à un niveau de prospérité nettement inférieur. Là-bas, il n'y avait pas de chômage, mais les salaires étaient plus bas. Et il y avait la prise en charge médicale de chacun, de la naissance jusqu'en fin de vie. Seulement, le niveau était beaucoup plus bas. Et c'est pourquoi la comparaison avec l'État social ouest-allemand était un défi pour les Allemands de l'Est. Car ils voyaient qu'à l'Ouest, les gens vivaient mieux qu'eux. Sur fond de guerre froide, les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest sont en compétition permanente. L'État socialiste allemand et les autres États communistes ont contribué à déterminer l'État social occidental. Parce que le pouvoir économique déjà dominant à l'époque craignait que l'Allemagne de l'Est et les autres États communistes n'instaurent un meilleur État social. Au fond, l'existence du bloc de l'Est a aussi été le garant d'un État social fort en Allemagne de l'Ouest. Ce statu quo qui s'installe en Europe entre le communisme des uns et le capitalisme des autres consolide à l'Ouest l'État social. Dans les années 50, côté occidental, la reprise économique permet l'augmentation des salaires. Un nombre plus important de contribuables va payer l'impôt sur le revenu, toujours plus progressif. Jamais les taux d'imposition des salariés les plus riches n'avaient atteint un tel niveau. La population vit mieux et plus longtemps. La société de consommation s'affiche comme un nouveau paradis. La prospérité retrouvée, combinée à une politique nataliste, provoque le baby-boom. Les dépenses sociales s'accroissent, ainsi que les besoins en infrastructures. Comment financer le boom économique? Puisqu'il est difficile de prendre aux contribuables ce qu'on leur a déjà pris avec l'impôt sur le revenu, la solution ne serait-elle pas de recourir à cette recette miraculeuse qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps, les taxes sur la consommation? En France, en 1954, c'est l'inspecteur des finances Maurice Lauré qui le premier va mettre en place un impôt directement facturé aux clients sur les biens qu'ils achètent. C'est la fameuse TVA, taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt qu'on appelle à paiement fractionné. Il est acquitté aux différents stades du processus de production, mais tant qu'on n'est pas arrivé au consommateur final, celui qui paye la TVA a la possibilité de se faire rembourser la TVA qu'il a lui-même acquittée sur ses achats. Ce qui fait que les entreprises se font rembourser une bonne partie de la TVA qu'elles payent, et pour elles, les choses sont plutôt indolores. C'est quelque chose qui est ingénieux. Simultanément, les contrôles fiscaux sont renforcés. Étape supplémentaire de l'intervention du pouvoir d'État dans les affaires privées. Vaille que vaille, la déclaration d'impôt est rentrée dans les mœurs. En attendant votre avertissement, avez-vous songé à verser votre premier tiers provisionnel? C'est fait, monsieur. Ah, très bien. Alors songez à verser le second. Hélas. Les conflits entre catégories sociales se multiplient. Les salariés font figure de privilégiés face aux indépendants. Ceux-ci doivent désormais tenir une comptabilité rigoureuse sous peine de sanctions. Ils se regroupent autour de Pierre Poujade, papetier en Dordogne, pour protester contre les contrôles fiscaux. Nous proposons une réforme fiscale qui fasse percevoir l'impôt le plus près possible de la source pour éviter le maximum de fraude. Pour la bonne raison, c'est que les 800 milliards rentreront dans les caisses de l'État et ensuite ça nous débarrassera des contrôleurs. Malgré la fronde, impossible pour l'État de renoncer aux contrôles fiscaux et à la TVA, si pratique lorsque la consommation des ménages connaît une telle hausse. La TVA, c'est la taxe qui permet d'éviter de se poser la question des autres impôts, et qui, au fond, est très commode, puisqu'elle est à la fois peu dommageable sur le plan économique,
qu'elle est à peu près $1 pour le consommateur, qui l'a totalement intégré dans le prix. On paye des biens toutes taxes pour la plupart des Français. La connaissance du prix hors taxe n'a pas vraiment de sens. Par ailleurs, c'est une taxe qui est d'une stabilité remarquable, puisque la consommation, qui en constitue la base, est sans doute ce qu'il y a de plus stable dans notre économie. En 1967, le marché commun est signé. Les douanes commencent à s'effacer et les marchandises peuvent circuler plus facilement. La construction économique de l'Europe est en marche. Les pays membres vont tous adopter la TVA, cette taxe si rentable. Aujourd'hui encore, la TVA, c'est le principal impôt de l'État en France, mais très très loin devant les autres impôts. Là où l'impôt sur le revenu ramène 70 milliards d'euros, la TVA ramène 125-130 milliards d'euros. Oui, entends-tu le bonheur des corbeaux dans les plaines? Et ce n'est pas par hasard si les gilets jaunes d'aujourd'hui ont fait de la TVA l'une de leurs cibles principales. Baisse, voire suppression des taxes sur les produits de consommation nécessaires à la survie de l'espèce humaine. La TVA sur les produits de première nécessité, alimentation, hygiène, habillement, tout simplement scandaleuse. Augmenter la TVA sur les produits de luxe pour équilibrer un peu. Arrêter d'assassiner, de plomber de taxes en tout genre les artisans, les commerçants. Après le séisme de mai 68 en France, le patronat fait le dos rond. Le pouvoir d'achat est en hausse avec l'augmentation générale des salaires, et particulièrement du salaire minimum qui fait un bond de 35%. L'ascenseur social profite aux classes populaires. L'âge d'or de la redistribution serait-il à portée de main ? La crise pétrolière de 1974 va piétiner cette belle perspective. Jamais par temps de paix, les pays de l'Europe occidentale n'ont encaissé un tel choc. L'énergie, jusqu'alors bon marché, voit ses prix quadrupler, ce qui augmente les coûts de production des entreprises. Pour rétablir leurs marges, elles licencient à tour de bras. Le chômage de masse, disparu depuis la guerre, réapparaît. Conçu pour fonctionner avec le plein emploi, le modèle social révèle alors ses limites. À nouveau, il faut d'urgence trouver des sous. Et si imposer les grandes fortunes était la solution ? Un projet d'impôt sur le capital revient dans l'air du temps. On en discute pendant le septennat de Giscard d'Estaing et c'est l'une des 101 propositions de la coalition de gauche qui revient au pouvoir en France en 1981. Nous savons bien que l'impôt sur les grandes fortunes ne sera jamais plébiscité par les détenteurs des grandes fortunes. Mais la réforme fiscale voulue par le pays, qu'on le veuille ou non, est en marche et il importe qu'elle soit efficace et juste. Le texte était déjà très bien avancé. On n'était pas loin du moment où il allait falloir boucler, parce que c'était dans la loi de finances, on avait des délais très... ce qu'ils étaient. Commence à arriver de l'Élysée l'idée de oui, mais alors comment on va faire avec les petits commerçants, avec les artisans, avec les maisons des pêcheurs, et puis ça risque les propriétaires des grandes entreprises familiales vont être obligés d'aller à l'étranger. Donc commence à arriver et ça se prend la forme de l'outil de travail. Alors je dois dire que pendant un mois, j'ai fait note sur note qui était envoyé par Laurent Fabius à l'Élysée, pour expliquer que si on faisait ça, que ça voulait dire que les seuls qui ne paieraient pas d'impôt sur la fortune en France seraient les gens qui étaient très riches. Juste avant le dépôt, il devait y avoir une grande intervention du président de la République. On ouvre la télé et il dit « J'ai décidé d'exonérer l'outil de travail ». C'est ce que je cherche aujourd'hui, ayant fait accepter le principe de l'impôt sur la fortune, ayant exempté l'outil de travail. Ce que je cherche, ou ce que j'ai cherché, c'est de faire entrer dans notre législation cet impôt nécessaire. En dépit d'exemptions considérables, les capitaux vont s'envoler vers la Suisse. L'impôt sur les grandes fortunes rate en partie sa cible. De faible rendement, il ne contribue que de façon symbolique à la réduction des inégalités de patrimoine. Serait-ce le chant du cygne de la bataille de la redistribution ?
Au même moment, une autre chanson se fait entendre aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Son titre, « Trop d'impôts tue l'impôt ». Traduction, « Il n'y a pas d'alternative au libéralisme économique ». Le slogan lapidaire de Margaret Thatcher. Pendant plusieurs décennies, ce refrain va obséder les démocraties occidentales et provoquer le démantèlement progressif de l'État social. Tout ce que le peuple a acquis depuis plus d'un siècle serait-il promis à disparition ?